aux maires, parce à qu'il la y a communauté, des super technos ici, ici à de nous à la regrouper Belge, et de faire pression sur le grand maître d'ouvrage Airbus pour qu'il achète aux PME locales plutôt qu'effectivement aller acheter aux grandes banques de services, etc. Et en prime, sans passer derrière un géant contre Gemini, Atos, etc. Encore une fois. Pierre, oui. On a beaucoup parlé des PME cachées par le groupe Airbus. Puisqu'il y a eu un peu un pessimisme, moi je vais donner un cas positif, qui est notre cas, puisque nous, petite structure, créée à Toulouse parce que le beau temps, parce que région dans laquelle on avait envie de revenir, démarré petitement, deuxième société en France créée dans le secteur du logiciel libre, donc ça c'était pas mal en 97, et puis aujourd'hui, une solution qui perce au niveau national, puisqu'adoptée par les ministères de l'Intérieur, de la Défense, de la Culture, des Finances, l'Assemblée nationale, l'INSERM, etc. Société donc créée à Toulouse et qui arrive à s'exporter. C'est vrai que c'est pas très facile ensuite d'exister dans la sphère médiatique ou autre d'ici. En fait, il y a eu un exemple, il y a des exemples quand même positifs. Et sans Airbus. C'est quoi ces exemples-là, vous qui connaissez bien l'histoire en fait, de la région Midi-Pyrénées d'un point de vue économique, les grandes réussites en termes de start-up, bon, on connaît tous Anywhere. Il y a Meliosis aussi, mes associés de Ciget, Meliosis qui s'est vendu à IBM, qui est une belle réussite aussi. Bon, il a été obligé de sortir, c'est une boîte qui est partie de la recherche dans les systèmes tolérants aux pannes, etc., qui s'est vendue aux US parce que, encore une fois, je pense qu'il y a une vertu à créer de la valeur et à spéculer, parce qu'après d'ailleurs on est revenu ensemble aussi, Marc et moi, on a recréé une structure à Toulouse et on la redéveloppe. Alors justement, parce que l'une des particularités dans la Silicon Valley, c'est que les entrepreneurs qui deviennent riches réinvestissent dans l'économie de la Silicon Valley. Ludo, tu réinvestis toi dans les startups de Midi-Pyrénées? J'en suis à peu près à la 5e. Pas dans les tiennes, dans les startups des copains. Oui aussi, oui. Bah, je prends des participations dans les structures en les aidant, mais moi aujourd'hui je préfère investir dans les startups avec des entrepreneurs derrière, des hommes, plutôt que dans les actions cotées en bourse. Je dirais que par la plus-value que j'ai générée dans ma première aventure, je la remets mais sur le terrain en faisant le lobbying qui va bien, parce que je pense qu'aujourd'hui on a tous besoin d'un entrepreneur qui a la niaque, soit il a une techno, soit il est commercial, mais il a toujours besoin d'un réseau de contacts, etc., de réseau de compétences. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque à Toulouse. On a je connais plein de petites startups qui ont des bonnes idées, des bonnes technos. Il manque des entrepreneurs derrière pour faire le travail d'évangélisation de la technologie, pour aller chercher des fonds, parce que lever des fonds, c'est aussi une des choses qui est principale et qui n'est pas évident quand on démarre dans la... Fabrice, est-ce que c'est ça le modèle vertueux en fait que tu as rencontré dans la Silicon Valley? Tu m'en parlais en préparant cette table ronde, c'est-à-dire ce modèle où les entrepreneurs réinvestissent dans la boîte de la nouvelle génération, et il y a un modèle comme ça qui se crée avec des écosystèmes de croissance et des écosystèmes vertueux, où en fait réussir n'est plus un problème, au contraire c'est un effet de levier pour demain encore plus réussir. Est-ce qu'on manque de Ludo la première composante du modèle vertueux américain, c'est qu'on peut aussi rater. Ce qui n'est pas tout à fait ce qui peut se passer en France. À mon avis, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on parle et qu'on va avoir les capitaux risqueurs américains, il y a une grande proportion d'entrepreneurs dans ces boîtes, qui sont des fois des gens qui ont créé des boîtes et qui après ça, au lieu de simplement d'investir et d'accompagner des boîtes, vont travailler dans un fonds dans lequel ils sont prime investors, mais ils vont participer au fonds. Et donc du coup, quand on est entrepreneur là-bas et qu'on parle à des capitaux risqueurs, on parle à des gens qui comprennent notre métier. Ce n'est pas toujours le cas en France et ça entraîne des fois quelques difficultés. Il y a une incompréhension entre le monde des VC en France, en Europe peut-être. Le VC qui sort. Pour donner un exemple, dans une de mes boîtes, au moment où j'avais des VC à la fois américains et suisses, des fonds de pension suisses, et mon VC de fonds de pension suisse sortait son bouquin, j'appelais ça VC 101, parce que c'est les cours de départ. Au moment de placer les stock options, il avait un bouquin sur les stock options chez Apple et chez HP, donc 15 ans, 20 ans avant ma boîte. Et je lui disais, mais c'est ridicule. Et souvent, on est dans cette configuration un peu de méthodologie, alors que là-bas, ils sont imprégnés du tissu. La deuxième avantage important, c'est qu'en effet, il y en a qui deviennent des serial entrepreneurs, avec des échecs, des réussites, et d'ailleurs les plus grands, mes copains qui ont le mieux réussi là-bas, notamment Alain Rossmann,
qui a fait une très grosse plus-value, ont connu beaucoup d'échecs, y compris les Français, Philippe Kahn, Alain Haussmann, etc., ont connu beaucoup d'échecs à des moments, et puis des moments de grosse réussite, puis de nouveau quelques petits échecs, parce que c'est pas parce qu'on a un réseau, ce qui est un peu différent ici, je pense que le buzz marche plus facilement après quand on a eu une réussite ici, que c'est-à-dire qu'Objectif News version Silicon Valley, Ludo n'aurait pas la place qu'il a eu dans la version toulousaine. Hein, c'est un truc. Après ça, il y a la troisième composante que je pense qui est très importante, et c'est quelque chose sur lequel on travaille dans la commission innovation, c'est tout ce qui est innovation de rupture. On a du mal à vivre des ruptures technologiques. Le logiciel libre en est un bon exemple. Tout à l'heure, je t'entendais dire que le concurrent américain avait plusieurs milliers de salariés. Ça fait un moment que ça a démarré, et ça représente une rupture, pas dans la technologie elle-même, mais dans le business model, dans la gestion du risque, dans tout un tas de choses. Et les grands donneurs d'ordre, les grands comptes, ont du mal à appréhender ces changements. Internet, ça a été un très bon exemple. Une boîte qui se crée comme Goodjet qui dit voilà, quand on est bien, il s'avère que là, les deux fondateurs principaux ont eu 2 succès, donc c'est plus facile. Mais les mêmes mecs qui sortent d'un labo, qui ont une idée, qui démarrent ça, ils ont un petit peu du mal à sortir parce que, en gros, ils commencent par dire, et ça a été le cas de Google, mais en Europe, on en a avec Phone par exemple, en disant ben voilà, moi je développe quelque chose, je ne sais pas encore comment je vais gagner de l'argent. Mais l'idée est intéressante, il peut y avoir un intérêt, donc on y va. En France, il faut montrer patte blanche, et ça, la rupture, c'est la façon de la gérer, c'est d'obtenir une ouverture des grands comptes qui testent les choses. Comment on fait pour entretenir ou améliorer ce cercle vertueux en fait d'innovation en Midi-Pyrénées, vos pistes de réflexion, on a commencé à en entendre quelques-unes, le Small Business Act à l'échelle de la région vis-à-vis des grands donneurs d'ordre dans le domaine industriel, ça c'en est une. Est-ce qu'il y en a, Oui, Daniel? Non, mais on a créé récemment donc, Capital Angels, l'association de Business Angels à Toulouse. Donc bon, ça existait, il y avait déjà deux petites associations qui existaient, mais là quand même on a une association avec 60 Business Angels en 2 ans. Donc toi c'est quelque chose de nouveau, hein, parce que c'est grâce justement à ce qu'a mis en place le gouvernement pour favoriser. Avec la loi TEPA. Avec la loi TEPA. Et donc ça marche bien, donc ça démarre. Hein. Donc, pour l'instant on a financé 4 projets simplement. On explique juste quand on paye l'ISF, si on investit en fait dans des entreprises innovantes, on a une économie en fait d'ISF direct de 75% des sommes investies dans la TPE et la PME. C'est en train de sauver tout un tas de boîtes innovantes. Voilà, donc il y a l'ISF et puis il y a aussi l'impôt sur le revenu, hein, donc aussi il ne faut pas oublier. Oui, et puis il y a aussi une économie sur l'impôt sur le revenu. C'est moi, ça existe donc c'est important puisque c'est un esprit et on a créé un réseau. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui avaient leur boîte, qui étaient tout seuls dans leur coin, qui faisaient un peu de business angel, finalement tout seul. Et là, on a fait un réseau, donc ça veut dire que toi, on reçoit les dossiers, on les étudie, on leur les dispatche. Et je crois qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place aussi à Toulouse pour favoriser l'innovation. Deuxième réponse. Tout ça, c'est en visibilité au niveau collectivité, etc. Ouais.